Merci. On va donc enchaîner sur les innovations à la prise en charge de l'incontinence avec les nouvelles chirurgies gastrières et toutes les prothèses et les nouveaux dispositifs, que ce soit médicaux ou chirurgicaux de traitement. Merci Monsieur le Président, chers confrères. Merci de nous donner la parole à l'occasion de cette session sur l'innovation, je trouve passionnante. Et dans les 20 minutes qui viennent, vous allez voir, j'ai abordé le sujet en faisant des choix pour vous montrer comment dans le domaine de l'incontinence, pour chaque domaine, on est face à une situation d'innovation et d'évaluation qui est un cas particulier à chaque fois et que finalement essayer de faire un modèle unique n'est peut-être pas la bonne solution. Avant de démarrer, je voudrais d'abord revenir sur l'innovation. Qu'est-ce que c'est? L'innovation, alors si on prend la définition du Larousse, c'est l'introduction dans un processus de production ou de vente d'un produit, d'un équipement ou d'un procédé nouveau. Le mot procédé nouveau, si on l'applique dans la médecine, vous allez voir qu'on peut l'appliquer dans beaucoup de domaines, y compris quand il n'y a pas spécialement de produit, mais dans des techniques chirurgicales. Alors plus largement, ça peut être aussi l'ensemble du processus qui se déroule de la naissance d'une idée jusqu'au déploiement du prototype et l'apparition des étapes de production, et ça on connaît bien. Ça vient de nous être démontré pour la prostate, et vous allez voir que dans l'incontinence, on a fait face à ce type de situation avec des succès et des échecs. Alors maintenant, si vous allez rechercher sur Wikipédia et que vous regardez un peu sur innovation en santé, il distingue bien le mot progrès et le mot innovation. Et effectivement, l'innovation en santé, elle intervient dans un vaste champ qui concerne les dispositifs médicaux, les médicaments et toutes les technologies, y compris aujourd'hui, et c'est peut-être intéressant à avoir en mémoire, tout ce qui est numérique. Donc je n'insiste pas là-dessus, mais il y aura sûrement à faire une session sur le numérique et l'innovation numérique dans notre domaine. Et un petit mot avant de poursuivre sur des devices et des dispositifs médicaux un peu plus spécifiques, sur une information pour vous tous. Il faut garder en mémoire aujourd'hui le développement de nouveaux matériels fait l'objet d'une réforme majeure, c'est le marquage CE qui a changé. Et à partir de 2020, tout nouveau matériel qui voudra arriver sur le marché, je vous ai reproduit là les plaques du SNITEM avec lesquelles je communique régulièrement, qui rappellent les étapes du développement d'un dispositif médical et les principes du marquage médical, juste pour vous faire remarquer une chose qui n'existait pas autrefois et qui pour tout nouveau dispositif médical va apparaître, c'est que pour un produit soit certifié dans le futur, il faudra désormais qu'il ait un bénéfice clinique qui soit démontré, qui soit partie prenante du marquage CE. Ce qui veut dire que nous allons voir une réduction, sans doute d'ailleurs à mon avis positive pour nous et pour les patients, du nombre de produits qui vont arriver au marquage CE, parce qu'il faut que l'industriel, et il n'est pas toujours une grosse société, puisse mettre dans son marquage des données cliniques, et je suis tout à fait pour cette réforme. Alors elle se met en place progressivement, ce qui fait que certains dossiers qui étaient déjà rouges, des dossiers au marquage CE, qui étaient plus jeunes, n'ont pas besoin de la même obligation, mais tout ce qui est nouveau va forcément être arrivé au marquage CE avec beaucoup plus de données. Ça nous évitera peut-être d'éviter certains échecs quand on arrive après à l'étape suivante, qui est la Haute Autorité de Santé, la TDIPS, la CEPS, et où on se pose des questions sur les données cliniques qui ne sont pas toujours très importantes. On peut espérer là qu'on en aura plus dans le marquage CE. Donc voilà une révolution qui est en train d'arriver, dont les collègues ne sont pas toujours au courant, et vous allez voir que ça va avoir un impact majeur. Et enfin, dernière chose à avoir en mémoire pour revoir quelques produits dans l'incontinence, quand on parle d'innovation, en fait, il y a deux mécanismes par lesquels on peut voir apparaître une innovation, et dans le domaine de l'incontinence, les deux mécanismes existent. Soit c'est du bottom-up, c'est un confrère qui a une idée, il la développe dans son coin, il fait le prototype, je mets en guillemets dans le garage, et puis il va après ça chercher à développer, donc soit il crée sa start-up, soit il cherche à s'introduire dans une société plus puissante, et après ça il a un brevet, il essaie de le protéger, il n'est pas toujours chanceux, et la question qui va se poser pour aller à l'étape d'après, qui est étape clinique, étape de développement réel, c'est est-ce que c'est vraiment innovant? Et là on bute toujours sur la définition, qu'est-ce que l'innovation? Et parce que pour investir des dizaines de millions d'euros dans une étude clinique, il faut essayer de faire un pari sur le fait que ça va être un produit qui est en rupture par rapport à ce qu'on faisait auparavant. L'autre modèle, c'est celui qu'on connaît plus, qu'on voit plus de façon prégnante, c'est des multinationales qui ont des laboratoires de recherche et développement et qui descendent avec leurs idées, qui ne sont pas toujours en corrélation avec ce que nous on voit dans la pratique. Et on voit bien que le bon modèle de développement, il est probablement entre les deux. Et entre les deux, il n'y a pas beaucoup de modèles dans l'incontinence qui existent, mais je pense qu'ils sont le futur. Le futur, il n'est sûrement pas quand un confrère a une très bonne idée, qui continue à être tout seul. Il faut aller travailler avec des gros qui vont mettre leurs moyens à disposition pour pouvoir démarrer rapidement des études cliniques avec un prototype bien développé, pour ne pas aller à l'échec, soit à l'échec après pour la validation du remboursement, soit à l'échec parce que le produit ne marche pas, et essayer d'économiser de l'argent. Alors, innovation, on va revoir quelques éléments dans le matière d'incontinence.
et vous allez voir que les situations étaient très différentes. Et je ne pouvais pas ne pas commencer par le traitement standard de l'incontinence urinaire d'effort. C'est toujours amusant quand on va aller voir les produits innovants de l'incontinence d'effort, de regarder le passé. Vous avez ici des schémas, je vois ça à David Catrosias, un collègue de Tenerife, qui avait fait cette diapositive que je trouve très amusante, qui vous donne les taux de succès à 5 ans de différentes techniques chirurgicales pour l'incontinence. Alors quand vous regardez les schémas, vous les retrouverez. Des vieilles techniques de cob percutané, vous avez la technique de Birch hélioscopique, vous avez la technique de plicature sous-urétrale dite de Marion, vous avez le Birch classique en ciel ouvert, etc. Ces techniques sont des techniques chirurgicales qui à leur époque étaient innovantes et qui n'ont jamais fait l'objet d'autres études que des études de cohorte et ont été admises dans nos pratiques, mais quand vous les regardez à long terme, elles ont toutes des effets secondaires délétères possibles, elles ont toutes, pour celles qui ont des fils ou des matériels, amené à des complications, et à l'époque elles se sont toutes introduites, parce que quand il n'y a pas de matériel, chaque chirurgien était libre de faire ce qu'il voulait, et quand il y a un matériel, et on va revenir dessus, et bien effectivement ce sont les études cliniques qui ont servi au marquage, et je voudrais revenir sur le modèle de la bandelette TVT. Alors Richard Budet qui est ici présent aura sûrement des commentaires à faire, mais la bandelette TVT, bon, ça a été une révolution. Révolution pourquoi? Parce que c'est une bandelette mini-invasive, c'est une bandelette qui va traiter l'incontinence d'effort selon la technique développée par Petros Salmsten de soutènement sous-urétral distal, et cette bandelette venait effectivement réparer un défaut anatomique de soutènement ou d'accrochage de l'urètre. Cette technique s'est développée depuis les années 94-95 et a obtenu très rapidement le marquage CE, parce que le marquage CE, c'était le marquage de la bandelette, c'est pas le marquage de la technique chirurgicale. Et ce marquage, c'était le marquage d'une bandelette synthétique polypropylène. On est vite arrivé au fait qu'il fallait que ça soit monofilament et macroporeux. Et puis cette technique s'est introduite dans la pratique avec un développement chirurgical très large. Et on voyait tout à l'heure comment les techniques dans l'hypertrophie bénigne prostatique ont besoin d'un apprentissage. Je ne suis pas sûr que quand on reprend du recul, les chirurgiens qui se sont mis à cette technique avaient tous une énorme expérience avant de la mettre dans leur pratique. Et peut-être que c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait aujourd'hui à la lumière de ce qui est en train de se passer, et je vais vous en dire un mot. Après le TVT, qui a maintenant 20 ans de recul, est arrivé le TOT, développé par un Français, Emmanuel Delorme, qui évitait le passage rétropubien pour éviter la cystoscopie, et on passe la bandelette en transobturateur. Technique qui marche très bien sur le plan de l'incontinence, technique qui nécessite des ancillaires spécifiques, qui nécessite d'avoir été formé le plus souvent par l'industriel, et en parallèle se sont développées aussi des techniques synthétiques de prise en charge de la statique pelvienne, alors avec un apprentissage beaucoup plus complexe pour mise en place de prothèses par voie vaginale. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il s'est passé cette alerte de la FDA en 2008, confirmée en 2011, qui aujourd'hui s'étend à l'échelon mondial, on peut le dire, puisque dans beaucoup de pays, dont le nôtre, et la NSM est en cours actuellement de réflexion sur la morbidité de ces bandelettes pour chirurgie de statique pelvienne et d'incontinence associée, malheureusement dans le débat, sachant que l'alerte américaine au départ était sur les bandelettes pour statique pelvienne, qui ont peut-être posé le problème des indications et de la technique opératoire, et puis de l'évaluation à long terme de ces techniques, peut-être promue trop vite, sans qu'il y ait des registres ou des suivis correctement faits de ces patients implantés. Aux États-Unis, ils ont eu une alerte assez rapide grâce à leur MODE database, qui est une database qui est de la FDA et qui est mise à jour notamment éventuellement par les patients. Et il s'est passé ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que vous savez qu'en France, il y a l'ANSM, le ministère émettra bientôt un avis de, non pas d'interdiction, mais probablement de restriction d'utilisation de ces bandelettes, à cause de leur morbidité. Et ce qui est dommage, c'est qu'on mélange bandelettes d'incontinence et bandelettes de statique pelvienne. Vous pouvez regarder le très bon débat d'il y a quelques jours à l'ANSM concernant ces bandelettes. Je crois qu'il y a plusieurs sessions qui sont encore faites avec toutes les sociétés savantes. Et la vraie question dans l'innovation qu'ont été ces techniques, et finalement, est-ce que c'est un problème de formation chirurgicale? Est-ce que c'est un problème d'indication? Ou est-ce que c'est un problème de matériaux? Pour chaque cas particulier, on peut revenir dessus et trouver une raison, parce que ces techniques sont toutes bonnes dans le principe. Mais finalement, on voit bien que le marquage CE d'une bandelette ne suffit pas à valider le fait que la technique chirurgicale est bien appliquée et bien indiquée. Aujourd'hui, on va être peut-être un peu contraint, et j'espère que les bandelettes d'incontinence ne seront pas mélangées aux problèmes de statique pelvienne, qui sont différents et qui, eux, ont une morbidité différente. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième, les sphincters artificiels. Alors voilà un modèle extraordinaire. Une prothèse excessivement innovante. Les années 83, François Richard, ici présent, fait partie de ceux qui l'ont introduit en France. Cette prothèse, si on la mettait sur le marché aujourd'hui, telle qu'elle a été mise en 83, ne rentrerait jamais sur le marché.
Il n'y a jamais eu d'études prospectives, il n'y a jamais rien eu d'autre que des études de cohorte. Et si on devait mettre sur le marché avec un agrément HAS aujourd'hui le sphincter, sans les cohortes qu'on a à notre disposition, on mettrait des années à obtenir la validation, tant cette prothèse en silicone est spectaculairement révolutionnaire avec sa pompe et son système de... voilà, c'est celle-là qui existe actuellement à MS800. Mais grâce aux cohortes et aux rétrospectifs, on en connaît la morbidité, qui n'est pas nulle, et on en sait les bénéfices cliniques. Et de ce fait, se développent de nouveaux sphincters. Alors je reviens sur la nouveau exemple. Des nouveaux sphincters sont là, ils sont pas loin de demander un jour leur agrément, et on va se trouver face à deux questions. Quel est le comparateur? Alors, par exemple, ce sphincter-là est repris par une société qui s'appelle Promedon. Ils vont arriver avec un sphincter amélioré de ce modèle de base qui était anglais. S'ils veulent l'évaluer, que ce soit en France ou ailleurs, quel va être le comparateur? Le sphincter MS800 qui n'a jamais donné lieu à une étude prospective de niveau 1, ou la protection, comme l'utilise souvent la Haute Autorité de Santé, qui compare beaucoup de devices qui utilisent la couche, la protection comme référence. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse, mais en tous les cas, on ne pourra pas fermer la porte à l'évaluation des nouveaux sphincters artificiels qui vont arriver, parce qu'il y en a d'autres qui vont être arrivés. Celui-là, le sphincter mécanique, il a été en étude en France, étude prospective, contrôlée, arrêtée il y a quelques mois parce que la société a fait faillite. Au passage, situation que la Haute Autorité de Santé n'avait jamais connue, pas la Haute Autorité, la NSM, des patients implantés avec une prothèse expérimentale ont été abandonnés avec leur prothèse, puisque la société ayant fait faillite, il n'y avait plus le suivi. Et nous avons des patients en France qui ont été implantés. Donc ils ont sûrement depuis été changés avec la prothèse de référence qui est la MS800. Donc c'est compliqué l'évaluation, et surtout quand on est face à des sociétés qui n'ont pas tenu la route pour des raisons que je ne connais pas, c'était une société américaine. Et puis vous avez des sphincters il y a un autre sphincter qui est à l'origine par un Français qui avait obtenu un avis négatif de la HAS. Alors cet avis négatif était simplement lié au fait qu'il n'y avait pas d'études. Je pense que l'avis était logique. Mais ça n'a pas empêché la commercialisation à l'international du produit, qui a fait l'objet de publications débattues sur le devenir de ce produit. Mais c'est un produit qui s'est mis en place sur le marché sans aucune donnée prospective contrôlée, mais bien sûr la France a stoppé lorsque l'industriel a fait sa demande. L'industriel Myopower, c'est parti sur un sphincter électronique. On a des études qui vont probablement démarrer un jour. Et puis il y a un sphincter anal, et puis il y a un sphincter développé par une société française, une start-up, Euromems, qui est en cours de fabrication et qui fera aussi l'objet d'un développement. Quel sera le comparateur? Et vous voyez, quand on dit innovation et qu'il faut évaluer dans l'incontinence, on va tomber à chaque fois face à cette grande question. Elle a été soulevée tout à l'heure par notre collègue Belghiti, et c'est vrai que c'est vraiment un vrai sujet. Autre produit qui a fait l'objet d'un problème complètement différent. La neuromodulation sacrée, c'est un traitement de l'hyperactivité de vessie. Ce sont les patients qui se plaignent de syndrome d'envie pressante d'uriner associé à une augmentation de la fréquence et éventuellement de l'incontinence. Il y a un produit qui existe depuis 20 ans qui s'appelle Interstim 1 et 2 chez Medtronic, qui est rentré sur le marché avec des études de phase 2 et de phase 3 parfaitement bien faites américaines et qui a obtenu son autorisation il y a presque 20 ans maintenant, qui a besoin pour entretenir son autorisation de faire des registres, et un registre vient d'être fait, promu au sens scientifique par l'AFU, mais promu au sens industriel des choses par l'industriel qui est donc propriétaire des données. Et ce registre qui va bientôt être publié est une étude de très haute qualité, prospective, contrôlée sur échantillonnage français. La France va être là au top de l'évaluation dans le suivi d'un produit ayant déjà obtenu son autorisation. Et on peut que s'en réjouir. Entre-temps arrive un autre industriel, Axonix, avec un device qui est simplement différent parce qu'il est rechargeable. Tout petit, implanté sous la peau, au lieu d'une batterie qu'il faut changer tous les 5 ans, on recharge son boîtier tous les 15 jours et on peut l'avoir pendant 15 ans. À ma connaissance, ce dossier vient d'être déposé à la Haute Autorité de Santé qui se trouve face, à mon avis, à un dilemme. Comment va-t-elle évaluer un produit qui a peu d'études cliniques, qui est simplement différent parce qu'il est rechargeable? Et comment va-t-elle le valider en termes de prix? Je n'ai aucune information, je ne suis pas consultant pour cette société. Je sais que le dossier est actuellement à la Haute Autorité de Santé. Et voilà des situations, à mon avis, inextricables. Quel que soit l'expert qu'on prend, on a un nouveau produit qui est innovant par sa technologie de recharge. Est-ce qu'on va considérer qu'il est identique au précédent, donc le précédent a fait le travail, ou est-ce qu'on considère qu'il doit faire son propre travail, auquel cas il n'est pas encore fait? Je n'ai pas la réponse.
Alors maintenant, il y a d'autres produits qui pourraient arriver pour l'incontinence. Il y avait les radiofréquences pour chauffer le périnée des femmes et coller, j'allais dire, le périnée, coller le radius. Bon, pour l'instant, heureusement, on n'a pas ça en France et je crois que pour l'instant, ça n'a pas encore tenir. Mais un autre produit intéressant qui a fait l'objet d'études de phase 2, qui est un traitement de la continence d'effort par mise en place d'un petit ballon largué dans la vessie. Le principe est qu'un ballon d'air dans la vessie va récupérer les pressions au moment des efforts et éviter que la femme fuit par l'urètre parce que c'est le ballon qui va amortir les pressions. L'idée est intéressante, c'est un produit pour 28 jours, on pourrait le changer. L'étude a été faite par nos collègues belges et néerlandais. Si ce produit devait venir à évaluation chez nous, je ne sais pas quel sera le comparateur, une fois de plus. Donc on a peu avoir l'impression que dans le domaine de l'incontinence, avec des tas d'idées technologiques, dont certaines bien sûr disparaîtront parce que les produits ne sont probablement pas suffisamment efficaces, il va falloir inventer quelque chose qui permet d'autoriser un produit pour qu'il soit utilisé sous contrôle de données contrôlées et qu'on le stoppe si la donnée ne tient pas à un niveau suffisant. Sinon, nous ne nous en sortirons jamais. Alors à l'inverse, quand on tombe dans le médicament et l'incontinence, là on retombe vers les industriels du médicament qui savent ce que c'est qu'une évaluation phase 2, phase 3. Et je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé avec la toxine botulique. Et on est là, j'allais dire, dans le monde de rêve de l'évaluation qui ne pose pas de problème de validation pour le produit. Mais les budgets ne sont pas les mêmes, on n'est plus dans le matériel, on est dans le médicament injectable. Et vous savez que le Botox en urologie a gagné ses lettres de noblesse grâce à Brigitte Church, médecin rééducateur suisse, qui en 1999 a découvert qu'en injectant ça dans la vessie des paraplégiques, on les traitait de leur incontinence sous autosondage. Ça a donné lieu à un premier rapport en 1999 à Denver, et ensuite à une étude de phase 2 qui a été française, grâce à un groupe d'urologues qui s'appelle le GENUF. C'est le GENUF qui a fait la phase 2 internationale, permettant les phases 3 d'aller en camp. Donc là, c'est un groupe, et donc vous voyez encore un modèle différent. Et peut-être qu'effectivement, les médecins regroupés ont eu la puissance et le recrutement pour faire rapidement la phase 2 avec l'industriel. Donc ça a permis l'AMM pour le produit dans l'incontinence urinaire et le traitement de la vessie. Mais le produit pouvait avoir un intérêt dans la prostate. Et effectivement, quand vous savez qu'une prostate est sous innervation sympathique, notamment, mais parasympathique aussi, vous pouvez imaginer qu'en dénervant une prostate, et en la dénervant pharmacologiquement en injectant de la toxine, on aurait pu l'atrophier et traiter les troubles mictionnels de l'homme par injection de toxine dans la prostate. Donc il y a tout un rationnel animal qui permettait de partir là-dessus. Et un premier papier en 98 par nos collègues américains, montrant que vous réduisez, vous involuez la prostate en lui injectant de la toxine botulique dedans. D'où l'idée qui est venue de se dire qu'à partir des modèles animaux qui étaient connus, montrant que ça entraîne une apoptose, une dilution, on avait tout un rationnel animal parfaitement bien établi, qu'on pouvait partir sur des études cliniques, j'avance pour gagner du temps, et pour démarrer une étude clinique internationale à laquelle j'ai eu chance de participer, on avait quelques anciennes études qui avaient déjà été faites, avec un débat, est-ce qu'on injecte la toxine par voie transurétrale, est-ce qu'on injecte par voie transpérinéale, est-ce qu'on injecte par voie transrectale, est-ce qu'on injecte un lobe, deux lobes, enfin il y avait des tas de questions qui se posaient. Pour faire l'histoire courte, l'étude internationale de phase 2 qui s'est montée en première ligne, s'est montée à partir d'un premier essai fait par des Italiens qui ont publié une étude prospective contrôlée sur 30 patients, montrant qu'ils avaient guéri 100% de leurs patients de tous les troubles mictionnels en injectant de la toxine botulique dans la prostate. Donc à partir d'une étude d'Italiens bien faite, telle qui a été publiée, et d'un rationnel animal, l'industriel qui est à l'Ergan est parti sur une étude internationale, et cette étude internationale, j'avance pour revenir dessus si vous voulez, était celle-ci, une étude de phase 2 de safety, d'efficacité, d'injection de 300 unités de Botox dans la vessie, par voie d'abord transpérinéale, puis transrectale, avec l'évaluation par des scores habituels qui nous permettent d'évaluer la gêne, la qualité de la vidange, la même chose que pour les traitements de l'hypertrophie prostatique par laser. Et on y croyait tous. On y croyait tous jusqu'à ce qu'on découvre à la fin des résultats, c'est la première publication qui a été faite, on découvre que le groupe placebo était autant amélioré que les groupes traités. Ce qui ne corroborait pas du tout l'étude italienne publiée quelques ans auparavant, ni les travaux animaux. Fort de cette étude, il y avait un sous-groupe de patients qui paraissaient mieux répondeurs, c'est ceux qui avaient déjà pris certains médicaments, les alpha-bloquants. Donc, avec Allergan, et là j'ai largement participé à l'étude, on a monté une deuxième étude sur des patients qui étaient en échec d'un certain traitement, les alpha-bloquants, sur des patients à qui en plus on faisait une étape simulation de l'injection pour être sûr que l'effet placebo n'était pas lié à la manipulation transrectale, vous voyez que c'est allé loin. Et pour faire l'histoire courte, là aussi, la deuxième étude
sont des millions d'euros, hein, ou de dollars plutôt, le groupe placebo a le même effet que le groupe injecté. Stop à l'histoire. Voilà une belle histoire. L'étude a été menée, les 2 études sont publiées, l'affaire s'arrête. On n'a pas trouvé la bonne cible, on n'a pas sélectionné les bons patients, on n'a peut-être pas injecté la bonne dose, mais voilà une histoire claire, nette, mais qui a été financée par un industriel. Et si des collègues avaient voulu se lancer tout seuls, ils n'y seraient pas arrivés. Mais les collègues français l'ont fait. Ils ont laissé l'étude Protox, qui était un PHRC, il faut leur rendre grâce, et louer ce travail. Ils ont, en France, fait une étude comparant le Botox dans la prostate versus ce traitement optimal médical. Et en fait, là aussi, pour faire l'histoire courte, ils n'ont pas trouvé d'amélioration et de différence entre les 2 groupes de patients. Et donc, une étude faite en PHRC en France, en parallèle des études d'Allergan, a trouvé les mêmes résultats, même si le comparateur n'était pas le même, parce que là, c'était le traitement médical de référence. Donc, au total, tout s'est arrêté. Donc, un médicament dans l'incontinence, quand c'est un industriel qui peut payer les études, c'est très bien évalué dans la vessie, dans la prostate. Quand on est dans le matériel, on manque de comparateurs et on ne sait pas comment faire pour parfaitement évaluer nos produits, pour pouvoir aller ensuite à faire une demande de labellisation par notre autorité de santé. Maintenant, juste un dernier petit point par curiosité, on parle d'évaluation et d'innovation. Dans les innovations, il y a des innovations chirurgicales. La stomie cutanée continente chez l'adulte neurologique, c'est une niche. Et c'est une très grande innovation pour nos patients. Chez l'adulte, ça se fait depuis une vingtaine d'années, ça ne se faisait pas avant, ça vient de la chirurgie du mitrophanoff. Les équipes qui sont lancées dedans, dont je fais partie, ont essuyé les plâtres. Maintenant, c'est une technique de routine qui s'est développée, qui a été publiée. Mais dans ces techniques chirurgicales qu'on développe chez des patients lourds, pour lesquels c'est un engagement et un investissement pour la vie entière, finalement, on n'est pas ni dans la phase 2 ni dans la phase 3, on est dans l'innovation technique chirurgicale. Comme il n'y a pas de matériel et pas de médicaments, j'allais dire entre guillemets, fort de l'expertise des équipes qui lancent ces nouvelles techniques, on peut démarrer. Mais pourquoi est-ce que finalement, dans ces techniques et ces innovations, on n'obéit pas à un registre et à une évaluation plus précise? Parce que là, l'expertise des équipes va faire que les résultats ne sont peut-être pas les mêmes d'un endroit ou d'un autre. Donc c'est juste pour être provocant et pour rappeler que dans l'innovation chirurgicale, on n'a jamais rien fait d'autre, le plus souvent, que des techniques validées par les équipes elles-mêmes. Et il y a peut-être un lien d'intérêt quand on publie les résultats d'une technique qu'on a développée soi-même. Donc en conclusion, innovation et évaluation, c'est inséparable. Heureusement, le marquage CE a évolué et donc pour les nouveaux produits, on va faire partie des études de marquage CE, donc on sera en amont en connaissance de ce qui se passe. Je crois que pour les nouveaux dispositifs, il faut stopper tout ce qui n'est pas dossier industriel. Et pour les bandelettes pour l'incontinence, je rappelle que beaucoup de confrères ont développé des bandelettes, j'allais dire, entre guillemets, je mets des guillemets parce que ça n'est pas exactement le mot qu'il faudrait utiliser, artisanales. Elles ne pourront jamais se développer parce que l'étude clinique ne pourra jamais être faite, même si elles ressemblent et si elles sont des génériques des bandelettes déjà commercialisées. Il ne devrait pas y avoir un seul produit qu'on utilise qui ne passe pas par la HAS. Et là, je prends ma casquette de vice-président du CODIS de l'APHP. On rejette un certain nombre d'inscriptions de produits à l'AP parce qu'ils n'ont jamais été présentés à la Haute Autorité de Santé. Ça n'est pas au CODIS de l'AP de valider, ou n'importe quelle assistance publique de France, de valider des produits ou de les utiliser alors que la HAS n'en est même pas informée. Il faut sûrement développer des registres. La neuromodulation l'a fait, mais il y a plein d'autres techniques qui pourraient le faire et peut-être que nos problématiques de bandelettes et de prothèses sous-vésicales par voie basse auraient pu bénéficier encore plus pour contrôler les indications parce que ce sont des bonnes techniques et maîtriser les complications. Et puis, si une technique chirurgicale est bien un produit, on voit bien, ça a été bien dit par le confrère précédent, il faut former les gens et prendre en compte aujourd'hui, on ne pourra pas tous tout faire. Et aujourd'hui, moi, je ne ferai jamais d'énucléation à l'olmium parce que je n'aurai pas assez de patients et je ne pourrai jamais me former suffisamment pour le faire. Je pense que c'est valable pour plein d'autres techniques. Et donc, j'ouvre tout ça au débat et à votre réflexion. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers sur justement ce comparatif des ensembles appréciables? J'ai volontairement été provocant. En t'écoutant, je me faisais la réflexion, nous en chirurgie pariétale, on utilise chaque année chez des dizaines de milliers de patients le même matériel que vous utilisez pour les bandelettes. C'est le même matériau. Donc, tu te dis, le comparatif, on l'a sur le matériau aujourd'hui. La question que ça pose,
tu l'as dit d'ailleurs, c'est l'apprentissage d'une technique. Et peut-être, est-ce que le même matériau dans un endroit et dans un autre n'a pas le même comportement? Et c'est ça les questions qu'il faudrait se poser, parce que quand on va s'orienter vers une traçabilité du marquage CE, des implants, etc., il faudra avoir à l'esprit qu'il ne faut pas analyser que le matériel lui-même. C'est l'apprentissage de la technique, comment on met en place. Moi j'ai toujours été choqué quand on opère les prolapsus du rectum. Il y a un certain nombre de confrères, ils agrafent la bandelette dans le rectum. Et les confrères qui nous apprennent les techniques, qui sont des confrères de référence dans ce domaine. Je veux dire, un simple bon sens fait qu'on se dit, mais quand même, nous qui savons que le contenu colique est particulièrement sensible, on va agrafer des erreurs. Et donc, me semble-t-il, ce sont des questions comme ça aussi qu'il faut se poser. Oui, je peux juste rajouter un petit quelque chose. Je crois que Emmanuel a très bien expliqué la dérive, et ça rejoint la question du père Joannet, c'est-à-dire que en matière on va parler juste des prothèses une seconde, on ne peut pas comparer, l'histoire que tu connais très bien, c'est que la bandelette sous-urétrale, c'est quand même une révolution, il y a des millions de femmes qui sont contentes, qui ne peuvent pas, ça serait même dramatique. Alors il y a plein de choses que tu n'as pas citées en plus, c'est l'indication opératoire, qui est quand même un des problèmes élémentaires dans cette chirurgie. Mais par contre, la dérive qu'on a eue, et on peut faire une critique, c'est la pression d'un laboratoire qui a oublié que certaines maladies sont multifactorielles. C'est-à-dire qu'on est parti de l'incontinence urinaire des forts, et il y a un laboratoire qu'on connaît tous, donc qui était à l'époque Johnson & Johnson, qui a bénéficié d'une nouvelle technique pour laquelle ils avaient énormément de résultats, et donc un bénéfice extraordinaire. Et donc ils ont demandé à des spécialistes, il faut que vous me fassiez le même produit pour le prolapsus. Mais ils ont oublié une chose essentielle, c'est que le prolapsus n'était pas, je ne vais pas dire que l'incontinence est unifactorielle, mais l'incontinence urinaire d'effort, dont le diagnostic est bien fait, dans lequel il n'y a pas d'invériorité chez la femme jeune et qui est vraiment une incontinence urinaire d'effort, c'était relativement unifactoriel et dont on a donné un traitement unifactoriel. Alors que, bien évidemment, les troubles de la statique pelvienne, que ce soit le rectum, que ce soit les cystocèles et autres, n'étaient pas du tout unifactoriels, et tu l'as très bien dit aussi, ça dépend du matériel, et là on va aller vers Jacques Guiti, on va valider le matériel, mais comme tu l'as dit aussi, ça dépend bien évidemment de la façon dont, on fait l'indication et deux, on pose, et tout le drame il vient de là. Parce que dans l'équipe du fameux groupe des 9, puisqu'on a bien évidemment été mis en cause, on n'a pas du tout les complications, et nous on a reconvoqué nos malades, et au contraire, pourquoi vous m'embêtez, moi j'ai rien, je suis pas content, c'est tout. Et par contre, je voudrais poser là une question très vraie, très précise, je veux dire, j'arrive pas à comprendre comment, étant donné les procédures qu'il y a sur les prothèses dans la statique pelvienne, il y a encore des laboratoires, dont Borges que le place, je crois Boston Scientific aussi, je crois qu'il y en a un Bard aussi peut-être, je ne sais pas, vendent encore et soutiennent encore des chirurgiens sur le marché. Je ne vois pas comment ils arrivent à raisonner. Est-ce que tu as une idée ou pas? Non, je n'ai pas d'idée, et je suis même étonné qu'il y ait encore une promotion de ces matériels par voie vaginale. Bernard Quand on sait les classes actions auxquelles ils sont soumis. Dans cette période difficile pour les bandelettes, là, il ne serait pas intéressant que l'Académie fasse une mise au point sur les bandelettes sous-urétrales qui, elles, jouent un rôle très important et sont très efficaces. On a prévu de faire une séance sur les dispositifs médicaux. Non, mais le faire savoir à l'extérieur aussi. Je peux répondre, parce que comme j'ai été mis en pause dans les journaux, je peux te répondre de façon très précise. Moi j'ai dit, et c'est très clair, qu'on était prêts, les gens qui sont très investis là-dedans, le jour où il y aura la restriction du vol à bandelette sous-urétrale, qui est une véritable, on mettra en action les patients qui diront, nous on veut monter au créneau, parce que moi j'ai au tiroir, si tu veux, des coureurs de marathon qui courent grâce à une bandelette sous-urétrale, et on en a tous ici, et je prends tous les urologues qui sont là, bien évidemment, on sait qu'on a tiré trop fort au début, on sait qu'on a eu des problèmes, on sait qu'il y a eu un jeu quelqu'un qui s'est rappelé de la porte chez l'homme, mais c'est vrai que c'est une révolution dans le traitement de la continence urinaire, mais je le dis devant Lebel qui faisait des Burch, et nous aussi, et puis il y avait des beaux gens qui développaient le Burch chez Lio qui ont perdu leur temps, alors qu'est arrivé cette bandelette. Voilà. Mais je précise que si vous regardez sur YouTube l'enregistrement des 5 heures de débat de la NSM il y a 15 jours, il y a 2 patientes qui sont dans le débat, qui sont victimes de complications, je ne sais pas si c'est de statique pelvienne ou d'incontinence, je n'ai pas ça en tête, qui sont d'une agressivité vis-à-vis du corps médical présent. Il y a toutes des savantes, la syphilis, qui est légitime, elles ont souffert de complications. Mais il manque les 2 patientes qui vont bien,
qui représenterait, contrairement à ce qu'a dit Élise Lucet dans Plan Fights, les 99% qui vont bien, il y en a quand même qui vont bien. Et donc il faut faire un débat qui soit contradictoire. Et là, il manque un petit peu quelquefois la balance. Je voudrais vous remercier parce que votre exposé n'était pas du tout, comme vous l'avez dit, quelque peu, non pas superfétatoire, mais agressif. Alors, je vais simplement faire un commentaire, parce que moi j'ai été membre de la CNEDIMS, donc j'ai un droit de réserve et je n'en parlerai pas, mais ce que j'ai vu, moi, effectivement, à la CNEDIMS, par rapport à toutes les études bibliographiques qu'ils faisaient, je puis vous assurer que c'était au-dessus de tout soupçon. Et que leur travail, au moins dans le type de recherche, vraiment... Mais ça, j'en suis convaincu, c'est parce que beaucoup d'étudiants ne font pas les bonnes études. Voilà, c'est ça, absolument. Et Eurolive, qui a été, là je parle en ayant lu le rapport Eurolive, je ne suis pas acteur de ce dossier, ils n'avaient pas assez de données. Donc ils sont allés beaucoup trop tôt à la chaise, c'est aussi de l'opinion personnelle. Oui, ça c'est. Il y a qu'à lire le rapport, il faut comprendre. Non, je suis d'accord. Leur méthodologie sur le plan purement scientifique, telle que vous l'avez décrit d'ailleurs, est vraiment, à mon avis, au-dessus de tout soupçon.